À côté de la Grande Pyramide, on voit cette terrasse de pierre noire, reléguée au rang de table de pique-nique pour les touristes, et à laquelle personne n'accorde vraiment d'intérêt. À tel point qu'y pointer sa caméra entraîne aussitôt la suspicion de la police. Et pourtant, voici ce qu'un œil averti peut y découvrir. Des parties brutes et des parties polies, des stries, des sillons et des entailles. Ces images m'ont hantée, jusqu'au jour où je suis tombée par hasard sur cette roche taillée il y a quelques années avec des outils modernes. La similitude était troublante. Et pourtant, près de 5000 ans séparaient ces deux réalisations. Plus tard, sur d'autres sites égyptiens de la même époque, on m'a montré ces trous. Vous vous demanderez probablement ce qu'ils ont de particulier. Eh bien, sachez qu'ils ressemblent à s'y méprendre à ceux que l'on fait de nos jours avec ce genre de machines, à la différence près qu'ils sont coniques et creusés de sillons que personne n'est encore parvenu à reproduire et à expliquer avec des moyens simples. Quand on commence à se poser des questions sur l'outillage, tôt ou tard, on arrive à l'artisanat égyptien. Celui qui m'a intéressé, c'est le plus ancien que nous ayons retrouvé. Que ces objets soient grands ou petits, leur finition est parfaite, même dans des pierres plus dures que l'acier, qu'on ne possédait pas à l'époque. Savez-vous combien on en a retrouvé ? 40 000 sous la pyramide de Saqqara, donc au tout début de la civilisation égyptienne. Quand j'ai posé la question de savoir comment on les avait faits, on m'a placé ce petit dessin magique sous le nez. Avait-on essayé de reproduire ces objets avec ces techniques ? Non, on n'avait pas jugé utile de le faire. Quand j'ai appris que le musée du Louvre les avait analysés, j'en ai profité pour glisser la question lors de l'interview, mais voici ce qu'on m'a répondu. Alors, les analyses auxquelles nous procédons pour l'intérieur des vases concernent le contenu des vases et non pas la technique. Sur les techniques, nous n'avons pas travaillé. Ni eux, ni apparemment personne d'autre. Savoir si tel vase contenait du miel ou du lait me paraît plus qu'anecdotique en regard de cette simple question. Comment avait-on réalisé 40 000 pièces aussi parfaites alors qu'on sortait tout juste de la préhistoire ? J'ai aussitôt pris un billet pour Aswan, la carrière de granit d'où provenait tout le granit rouge employé à l'époque des bâtisseurs de la Grande Pyramide. Cette chose taillée, c'est l'obélisque inachevé. 42 mètres de hauteur pour 1300 tonnes, c'est-à-dire haut comme un immeuble de 15 étages pour le poids de plus de 850 grosses berlines. Je me suis évidemment demandé comment ils comptaient le sortir et ensuite le transporter. Mais je me suis abstenue de poser la question, de peur qu'on me montre encore un petit dessin. En revanche, j'ai eu la chance de voir les outils, et même de les essayer. Ici encore, un œil averti découvre des choses étranges. Ceci, et encore ceci. Ces ouvertures sont des tunnels techniques qui servaient à la fabrication. Ils avaient donc été faits avec ça. Quand on sait le travail que ça représente avec une boule de pierre, pourquoi un tel soin de finition pour de vulgaires ouvertures techniques ? Continuons dans le gigantisme. Les colosses de même nom sont probablement les deux plus lourdes statues au monde. L'estimation courante donne 1300 tonnes, mais selon Éric Gontier, ce serait plutôt 1800. Personne n'avait jamais pu transporter et lever des statues aussi lourdes. C'était le seul exemple connu sur la planète. N'y tenant plus, j'osais la question qui allait faire de moi une hérétique. Pouvait-on être certain qu'il était possible de faire cela avec du bois et des cordes ? Moi je dirais oui, puisque la preuve est là. Donc on peut effectivement le faire, ça c'est clair, puisque tout est dit, tout est là. Je veux dire, il suffit simplement de regarder. D'un coup, je compris le problème. Tout ceci avait été fait avec des moyens simples parce que c'était là, et que ça datait d'une époque où on n'avait que des moyens simples. Donc le fait que ce soit là prouvait que c'était possible de le faire avec des moyens simples. Je me suis alors tournée vers les nombreux ingénieurs qui se posaient des questions sur l'outillage et les méthodes. Cette nouvelle quête m'a fait croiser la route de Christopher Dunn, un ingénieur expert dans la fabrication de machines de haute précision pour l'aviation militaire, et de sa stupéfiante étude des statues géantes de Luxor en Égypte. Confronté à la réalisation des statues de granit de 15 mètres de haut, il a abordé ce problème en technicien. Les statues de Ramsès de Luxor sont à la fois incroyables dans leur conception et dans leur exécution. Ce sont des formes très complexes, et nous allons voir à quel point elles le sont. Surpris par l'étonnante symétrie du visage de Ramsès II, il a procédé à une analyse photogrammétrique précise. Pour simplifier, il a dupliqué l'image, l'a retournée et l'a superposée sur elle-même pour faire coïncider le profil droit avec le profil gauche. Ce qu'on constate, c'est que cette courbe et cette courbe sont identiques. Vous voyez, c'est ça qui est incroyable.
Pour obtenir un tel résultat, où un côté se superpose parfaitement sur l'autre, ils devaient disposer d'un système de mesure pour être sûrs de tailler le matériau convenablement et obtenir la géométrie qu'ils avaient élaborée. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un qui attaquerait un morceau de granit au burin pour en faire un visage et qui dirait « Ok, ça ressemble à un visage humain ». Ce genre de résultat n'est pas le fruit du hasard. Comme nous pouvons le voir, ce cercle épouse le contour du visage. Mais n'oublions pas que ce cercle est à plat, alors que la courbe, elle, s'avance en relief. C'est donc une géométrie très complexe. Même chose de l'autre côté. Regardons maintenant les autres particularités de ce visage, les sourcils, le contour des yeux, les lèvres et une courbe approximative de la bouche. Même chose pour le profil. Des cercles décrivent à nouveau les contours du visage. Et tous ces cercles ont le même diamètre. Et ce n'est pas la seule statue à présenter cette symétrie. Les autres têtes aussi possèdent la même géométrie. La question des outils se pose évidemment, mais il y en a une autre peut-être plus importante encore. Qu'est-ce qui guidait les outils? La main de l'homme n'est pas assez précise, donc elle a besoin d'être guidée. De nos jours, on utilise une assistance mécanique pour guider les outils et découper des formes complexes et des contours. Si j'insiste sur la précision de ces objets, c'est seulement pour souligner les faits. En tant qu'ingénieur, c'est ce que j'ai mesuré. Pour ce qui est maintenant de qui les a faits, pourquoi et quand, d'autres spécialistes doivent répondre à ces questions. L'une des confusions qui naît dans l'esprit des visiteurs de l'Égypte, lorsqu'ils découvrent et qu'ils regardent avec une grande attention ces reliefs, ces sculptures, ces hiéroglyphes, ça consiste à faire cette remarque tout à fait fraîche, consiste à dire « mais ils n'avaient pas nos machines ». Ces outils, on les connaît, sont des instruments d'usure, d'abrasion, qui permettent de travailler très sûrement, mais très lentement. Plus le matériau était difficile à travailler, par exemple, le granit, pour ne citer que ce matériau, plus le tailleur de pierre, le graveur, le sculpteur avait le souci de perfectionner son travail. Ça faisait partie de cette relation entre le monde des hommes et le monde des dieux. Le temps pourrait en effet expliquer le poli impeccable d'une statue, mais pas une symétrie précise au tiers de millimètre, impossible à mesurer avec les outils archaïques prétendument utilisés. Des statues de granit de 15 mètres de haut, totalement symétriques, j'étais abasourdi par les implications d'une telle découverte. Il paraissait de plus en plus difficile de nier que les bâtisseurs aient disposé d'une technologie avancée. Mais vous pouvez me croire, je l'aurais volontiers fait tellement c'était dérangeant. Lorsqu'on m'a brandi une fois de plus un petit dessin explicatif, pour la première fois depuis le début de cette enquête, j'ai été indigné. Celui qui avait commandé ce dessin ne connaissait visiblement pas son dossier. Personne ne peut déterminer quels outils ont été utilisés. On peut émettre des théories, mais alors on doit les montrer et les démontrer. Le problème de l'outillage des bâtisseurs devait être reconsidéré dans son intégralité, mais je ne me faisais pas beaucoup d'illusions tant les préjugés étaient tenaces.